Il y a aussi un fait qui, moi, m'embête un petit peu, de pas pouvoir virer les gens quand je veux, en fait. La réalité, c'est que faire ça en France, c'est s'infliger énormément de stress, énormément de contraintes. C'est extrêmement lourd dans notre secteur d'activité, c'est-à-dire l'affiliation. C'est vite truc de requin, quoi. On était à H24 en train de se renifler le cul, de faire picoler un tel en soirée, ou de faire attention à ce qu'on nous fasse pas trop picoler. Je me suis jamais fait autant cartouche par un programme d'affiliation. Je crois que j'avais appelé mes parents et je leur avais dit je vais devenir riche. Genre le soir même. Hein. En infoproduit, c'était aux alentours de 17 000 €. Avant ça, en affiliation, j'avais fait une journée à plus de 20 000. Je pense que tout le monde peut réussir et c'est un peu un débat éternel que j'ai avec certains de mes proches. Salut à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du Wizard Podcast. Comme d'habitude, je suis avec Arthur et Anthony. Salut les gars. Salut. Bien le bonjour. Pour ceux qui nous découvrent maintenant, le Wizard Podcast, c'est un épisode hebdomadaire où on parle de business au sens large. Avant de commencer sur le sujet du jour où on va cuisiner Arthur, eh bien, petit rappel, dans la description, vous avez accès à notre formation gratuite sur la vente de liens. La vente de liens, qu'est-ce que c'est ? C'est un des business les plus simples à lancer pour des débutants. Voilà, vous avez aussi l'accès à notre Discord où on discute de plein de choses. Et voilà, rendez-vous par ici. Et sinon, pour commencer, du coup, le sujet du jour, vous l'avez vu normalement sur la petite miniature, mais c'est le 2v1, concept qu'on avait testé avec Anto et qui a eu de très bons retours. Donc, on s'attaque maintenant à Arthur. Et Anto, tu veux commencer avec la première question ? Non, vas-y, comme ça je vois à peu près où t'en es et je switcherai. Ok. T'es sûr ? Sinon, je risque de te Ouais. prendre les premières questions. Hein. Bon, ouais, t'en fais qu'une. Ok. Arthur, pour commencer direct dans le vif du sujet, SaaS. Moi, j'ai peur, là. Ah ouais, je comprends. Ouais, j'ai peur de ce qui va se passer. SaaS, freelance ou affiliation ? Je pense que je choisis quand même l'affiliation. Alors, on sait pourquoi tu as posé la question, parce que j'ai un peu... Parce que tu fais tout. expérimenté. Ouais, c'est ça, je faisais tout, au moins. Mais je pense que je choisis quand même l'affiliation, parce que c'est un domaine que je connais bien, et parce qu'il y a ce côté assez confortable de tu bosses, pas forcément une fois, mais tu bosses et ce que tu as construit tient dans le temps. Et je trouve que le SaaS, globalement, est plus compliqué à rentabiliser, en fait. On le voit un peu autour de nous. Tous les SaaS lancés par notre entourage ne sont pas forcément des SaaS qui fonctionnent très bien. Je le vois avec Lucid qui fonctionne relativement bien. J'ai fait un espèce de retour assez complet là-dessus. Mais Lucid, aujourd'hui, c'est entre 1500 et 2000 balles hors taxe par mois. Et bon, là-dessus, on a une marge correcte. Mais enfin, voilà, c'est pas après, quelque chose de mirobolant. Juste par rapport à ça, parce que du coup, tu as fait une vidéo YouTube sur ta chaîne Arthur Villecourt où tu fais un bilan de 6 mois, hein, c'est ça ? 6 mois 6 mois d'activité. qu'avec Florent, ouais, vous avez ouais. lancé Lucid. C'est pas dégueu, objectivement. Non, c'est absolument pas dégueu. Je dis juste que pour le coup, entre focus du SaaS ou focus de l'affiliation, en termes de lifestyle, en termes de potentiel de retour sur investissement, l'affiliation, je trouve, avec les compétences en tout cas que j'ai aujourd'hui, est sans doute plus logique comme choix. Et je considère aussi le dernier point, c'est que pour le coup, le SaaS, j'en parle un peu dans la vidéo, mais c'est souvent un truc qui, à mon avis, mérite, comme beaucoup d'autres choses, un focus complet. Et là, aujourd'hui, avec Flo, on n'est pas du tout focus à 100% sur Lucid. On bosse dessus de manière un peu parsemée quand on doit faire évoluer quelque chose ou quand on doit répondre à un client ou je ne sais quoi. Mais ça mériterait qu'on soit en permanence en train de se poser des questions, comment acquérir plus, enfin, tu vois, et on le fait pas, quoi. Donc, et je pense que l'affiliation, pareil, est plus propice à être rentable en étant un peu plus en retrait, on va dire. Et tu penses que les deux ont le même potentiel long terme ? Ça dépend de la niche. En affiliation, il y a des niches qui clairement ont un potentiel de fou sur le long terme et dans le même genre qu'un SaaS.
MRR Tu et tout vois, ça. t'as des revenus récurrents, tu peux avoir du rev share, donc tu peux d'ailleurs faire de l'affiliation pour des SaaS directement, et tu peux revendre ton site d'affiliation. La majorité des SaaS, on va pas se le cacher, sont montés avec dans un coin de la tête un objectif de revente, tu vois, quelques temps après. Donc je dirais qu'en vrai, il y a certaines niches où les projets d'affiches ont même potentiellement plus de potentiel que certains SaaS. En fait, ça dépend bien évidemment du Ouais, bien SaaS et sûr. de la niche en affiliation, Ok, mais ouais. ça marche. Si YouTube n'existe pas, serais-tu encore sur le web? Vu que tu as quand même un gros attrait pour la vidéo. Ouais, je pense que ouais. Je pense que oui, parce que même si j'ai un attrait pour la vidéo, j'ai un peu ce truc où je pense que j'ai besoin de fédérer. Donc ça veut dire, par exemple, tu vois, on l'a vu là ces dernières années. Quand on a, pour ceux qui connaissent pas l'histoire, on avait une boîte avec Franck et deux autres associés. On faisait de l'affiliation à 100%. On a décidé de voler de nos propres ailes, donc on est parti chacun de nos côtés. Et là, tu vois, je suis parti sur un business, entre guillemets, donc création de contenu, en effet sur YouTube, mais aussi en live sur Twitch. Et là, le truc qui me stimulait le plus, je pense que c'était le fait de fédérer une communauté et de partager ça avec des gens. Un peu plus tôt, tu vois, même il y a 10 ans, quand j'avais fondé Impactiem, c'était un peu le même truc aussi. J'avais besoin de partager ça avec des gens, de fédérer une communauté. Ensuite, il y a eu une petite période avec Franck qui a duré pas loin d'un an, ou peut-être un petit peu plus d'un an même, où on a eu un podcast avec Axie Froggies. On a monté tout un truc sur le blockchain gaming. Donc là, pareil, tu vois, j'étais vraiment dans cette démarche de fédérer une communauté. C'est toujours ça qui me faisait kiffer. Et aujourd'hui, avec les Wizards, c'est ça qui me fait kiffer. Donc, je pense que même sans YouTube, je trouverai un moyen tu vois, de fédérer une communauté, quoi, d'une manière ou d'une autre. Et je pense, ouais, oui, je serai sur le web, c'est sûr, ça. Ok. Bah, pour rester sur YouTube, du coup, tes 3 outils favoris pour se lancer sur YouTube. Quelqu'un là qui est full débutant, il lui faut 3 outils qui lui permettent de bosser plus vite ou d'avoir des avantages. C'est quoi? Ok. Alors, le premier outil, je dirais que c'est frame.io que j'ai découvert assez récemment et c'est vraiment cool et c'est utile dans le cas où vous bossez avec des monteurs ou un monteur ou une monteuse, enfin peu importe, on s'est compris. C'est un outil qui permet d'uploader directement son ou ses fichiers. Donc par exemple, moi là, ce matin, j'ai recordé une vidéo qui va sortir cette semaine sur ma chaîne. J'ai envoyé à mon monteur mes fichiers vidéo sur Frame, donc je lui ai fait passer le fichier. Et après, je me suis dit, ça pourrait être sympa, cette image-là, hop, donc je lui rajoute aussi sur Frame. Et en fait, c'est une espèce de drive. Et l'avantage, c'est que lui, derrière, il va monter. Il a un petit plugin Frame dans son logiciel de montage. Et quand il me fait un retour et qu'il m'upload la vidéo sur Frame, je peux lui faire un commentaire sur le timing exact de là où j'ai à commenter. Donc ça veut dire que quand je reçois la vidéo montée, je lui dis, ah là, ça pourrait être sympa de rajouter un cut ici. Ici, là, on pourrait aborder ça. Là, je préfère que tu l'enlèves parce que j'en parle déjà ici. Enfin bref, ça me permet d'être vraiment beaucoup plus efficace dans mes retours. Et ça, pour le coup, ça fait peu de temps que j'utilise, mais je trouve ça très, très cool. Il y a un autre outil dont je suis assez fan. Alors là, c'est un peu plus gadget, ça fait gagner du temps et c'est un outil qui est power avec l'IA. Ça s'appelle Taja. Donc taja.ai. Et c'est un outil qui, moi, me permet, en tout cas, même sur les Wizards Podcast, d'ailleurs, sur le Wizard Podcast, de faire des sommaires de manière automatique avec l'IA. Donc ça, c'est bien pratique, j'avoue. Les sommaires sont pas parfaits, mais ça me fait gagner un temps de fou. Et étant donné qu'aujourd'hui, je considère en tout cas dans une stratégie YouTube que le sommaire est quand même assez important, s'il va te permettre d'économiser pas mal de watch time. Parce que si à un moment tu abordes un sujet qui intéresse un peu moins ton viewer, si t'as pas de sommaire, il se barre. Si t'as un sommaire, il va vite fait checker s'il n'y a pas un autre pan de la vidéo qui peut potentiellement l'intéresser. Et il se barre pas. Et du coup, le watch time est plus important. Et puis au-delà de ça, même en SEO, c'est intéressant parce que tu peux ranker sur une partie sur un sommaire, enfin sur une partie de ta vidéo par exemple, donc c'est assez cool. Et le dernier outil, je regarde un peu ce que j'ai.
Je dirais que je dirais que c'est mon logiciel de montage en vrai, qui est pour le coup assez peu accessible. Moi, j'utilise Adobe Premiere Pro. Je monte plus trop, mais je monte quand même un peu et je trouve que c'est quand même chouette d'avoir cette compétence-là et de pouvoir monter de manière, même si c'est pas parfait, on n'est pas sur la qualité de montage que je peux avoir en prenant les services d'un monteur, mais ouais, je dirais que ça serait le troisième outil. Ok. Un TubeBuddy ou un Social Blade pour quelqu'un qui débute, c'est pas forcément le plus important? TubeBuddy, je dirais que non, c'est pas nécessairement le plus important. Pour te dire, là, je trouve que ça a quand même un certain coût et même là en perso, alors TubeBuddy, on l'a pris sur les Wizards pour tester 2-3 trucs avec nos miniatures et ça permet de faire de l'A/B testing, donc ça peut être pas mal. Mais en l'occurrence, j'ai pas, ouais, je suis pas ultra convaincu pour le moment, peut-être à tort, donc je l'ai pas pris en perso pour ma chaîne perso. Et Social Blade, pour le coup, moi je m'en sers, mais c'est plus un peu de manière anecdotique. Ce qui va vraiment être assez pertinent, c'est avec notre background de SEO. Typiquement, ça peut être carrément intéressant d'aller rechercher directement sur des métriques SEO de search Google et de se positionner sur des vidéos juste en ayant fait une analyse de mots-clés assez similaire à ce que tu peux faire en SEO au final. Donc, à la limite, c'est comme ça que je m'y prendrais ou le type d'outil que je pourrais utiliser. Ok. Mais voilà. Bon, on va rester dans YouTube. Alors, une petite dernière de YouTube. Si tu dois relancer un biz aujourd'hui sans YouTube, que ferais-tu? Je pense que si je devais relancer un biz aujourd'hui sans YouTube, je me concentrerais sur le contenu short, notamment via Instagram et TikTok. Parce que ce que je regrette un peu avec ce focus-là, c'est que je trouve qu'il y a quand même moins ce côté organique. Quoique, quand tu apportes de la valeur sur un truc, tu peux avoir cette espèce d'effet organique. Mais je pense que je me concentrerai là-dessus parce que le potentiel est énorme aussi, je pense. En acquisition, là, on le voit sur tout ce qui est infoproduit et tout. Il y a beaucoup d'infopreneurs qui font leur acquisition essentiellement sur Instagram, par exemple, au travers des Reels et donc des contenus short. Et je pense que c'est efficace. J'ai pas encore expérimenté, mais je le ferai peut-être là dans les semaines ou mois à venir. Après, les retours qu'on a quand même par rapport à ça, c'est que ça drive une communauté qui est quand même assez cheap, hein, comparé à du YouTube. Alors, TikTok, oui, et TikTok, ouais. Instagram, un peu moins, je crois. Ok. Parce que, tu vois, je prends l'exemple, par exemple, Antoine Blanco, je crois qu'il capture essentiellement sur Instagram. Là, j'en parlais tout à l'heure avec Nico, qui m'a parlé de Gérald Faure, et qui, lui, pareil, un gros de sa traction se fait via Instagram. Alors, pas que, mais tu vois, il y a quand même Ok, ouais. Instagram, c'est quand même un réseau qui, à mon avis, tu peux faire du quali sur Instagram. En fait, ça dépend du C'est contenu plus que tu fais, quoi. qualitatif que du TikTok. Je pense que TikTok, Ouais. même en faisant du très qualitatif, je pense que tu récupères une grosse majorité de Ouais. débiles. Oui, en effet, je pense aussi, malheureusement. Alors, autre question. Est-ce que de ton point de vue, tout le monde peut réussir? Ouais, moi je pense que oui. Je pense que tout le monde peut réussir et c'est un peu un débat éternel que j'ai avec certains de mes proches, mais je suis assez persuadé qu'à partir du moment où on casse le côté un peu... Moi je pense qu'il y a énormément de gens qui se mettent des barrières mentales en fait, et là on part sur des théories un peu mindset, mais je pense que quand on casse ce truc de je suis nul de toute façon, lui il est meilleur que moi, les autres sont meilleurs que moi, déjà on se met une énorme épine dans le pied dès le début. Et je pense que la réalité, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui se font décourager par exemple parce qu'ils ont vécu pendant leurs études, tu vois, avec moi, par exemple, toute ma scolarité, tout mon lycée, ma scolarité peut-être pas, mais tout mon lycée, j'ai un peu souffert parce que je branlais rien, hein, qu'on soit clair. Mais j'avais des bulletins peut-être à 9 de moyenne, quoi, tu vois. Et j'étais dans les derniers de ma Pas très classe. solide. Pas très solide, non, on peut pas dire. Mais j'ai jamais vécu les choses de manière compétitive. Jamais je me suis dit, ouais, il faut absolument que je sois premier de ma classe ou dans les premiers parce que sinon ça veut dire que je suis con. J'ai toujours eu beaucoup de recul là-dessus.
Et je pense qu'en effet, aujourd'hui, n'importe qui peut réussir sur Internet. Mais par contre, il faut, je pense, commencer par casser ce truc-là, qui est souvent bloquant. Et puis bosser, enfin, c'est toujours pareil. Alors nous, on a de la chance et je pense que l'objectif, c'est aussi ça, c'est que vous soyez intéressé par ce que vous apprenez. Que demain, que quelqu'un qui sort de nulle part et qui se dit, bah, moi, je veux faire de l'argent sur Internet et l'unique motivation, c'est de faire l'argent. Et donc, ils vont vite se décourager, ou dès qu'ils vont se planter un peu sur un truc, ce qui fait partie du process, hein, se planter, ça fait vraiment partie du process. Donc, il faut recommencer, corriger, apprendre de ses erreurs, réitérer, etc. Et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui, parce qu'ils se lancent pour des raisons purement financières, ont un peu du mal à tenir sur la distance et ont un peu du mal même à accéder à leur première réussite en ligne. Là où quand on casse un peu ce truc, qu'on se dit ok, je suis pas plus con qu'un autre et en plus surtout le sujet m'intéresse, donc vous explorez, donc vous vous documentez, vous lisez, vous faites de la veille. Clairement, n'importe qui peut y arriver, mais il faut avoir ce véritable intérêt et donc par la force des choses travailler. Mais quand on est vraiment intéressé / passionné par ce qu'on apprend et par ce sur quoi on travaille, c'est beaucoup plus simple. Donc c'est plus vraiment, on est bien placé pour le savoir. Je sais qu'on est tous les trois vraiment pareils et qu'on parle souvent d'Anto qui passe un temps fou à faire sa veille, à tester, à explorer. Non, mais je pense qu'il n'y a même pas besoin autant en plus. Tu vois, parce que par exemple, cette question vient de. Parce que j'ai eu sur le Discord privé des Wizards, donc des gens qui ont pris la Wizard Academy. Ce matin, ça a parlé un petit peu du temps que chacun arrive à bosser. Tu vois, il y a les gens qui ont des enfants, il y a des gens qui ont des boulots qui sont très prenants et qui font des side projects à côté. Et au final, de ce que je vois, il y en a pas mal qui arrivent quand même à bosser 1 heure, 1 heure et demie par jour. Mais je pense qu'il faut cette motivation de se dire, tu vois, de se dire, bah, peut-être que j'ai autre chose qu'avant je faisais, regarder la télé, jouer aux jeux vidéo, tout ça. Je dis pas qu'il faut arrêter de le faire, hein, mais du coup, je pense qu'ils sont à un cap de leur vie où peut-être que c'est le moment où ils se disent: «Bah, je préfère investir cette heure et demie quotidienne à bosser dans mon projet», et je trouve ça très cool, tu vois? Les plusieurs personnes qui ont répondu, en fait, ils ont échangé entre eux. En tout cas, ils sont déterminés, ça se voit, et il y a pas forcément besoin d'être comme Anto et de passer 6 heures par jour à faire de la veille. Je pense que, tu vois, typiquement, eux, ils ont compris que fallait produire, et je pense que produire est la première étape vers vraiment un projet qui est bien. Parce qu'après, il y a aussi ceux qui restent bloqués dans passer 1 heure et demie à juste regarder des podcasts mais qui produisent pas, ce qui est cool parce que tu ingurgites de l'information, mais pour autant, derrière, si tu produis rien, bah, il y a rien qui va se passer, en fait. Et C'est ça. mais bon. Anto, question? Bah, j'en ai une qui va bien. Vas-y. Quelle est la plus grosse difficulté à être entrepreneur sur le web? Pour moi, c'est la solitude. Pour moi, c'est la solitude. Alors, solitude avec des guillemets, hein, parce que là, la preuve, on est tous entrepreneurs sur le web et au final, on fait un podcast tous les trois. Enfin, il y a quand même. Mais moi, aujourd'hui, c'est le truc que je subis le plus, on va dire, au quotidien. C'est le fait d'être seul face à mes problématiques, seul seul à prendre mes décisions, seul à partager mes petits moments de victoire perso. Voilà, même s'il y a plein de trucs sur lesquels je suis associé en parallèle, notamment avec vous, avec la Wizards Academy et le Wizards Podcast, évidemment. Mais voilà, moi, je dirais que c'est la solitude le plus compliqué au quotidien. OK. Bah, alors pour rester, du coup, ça sera peut-être un peu en lien. Est-ce que tu préfères être solopreneur? Donc au final, ce que tu es aujourd'hui, même si tu as des projets où tu es associé, ou à terme, par exemple, gérer une boîte avec des dizaines d'employés en ayant des associés ou non, soit toi tout seul à la tête, soit associé, mais en gros, un gros projet, tu vois? Un gros projet 100 full time dessus, voilà. En France ou pas? En France ou pas, c'est toi qui choisis. Ouais, du coup, pas en France, ouais, de fou. Mais bon, le problème, c'est qu'en France, qui dit employé dit que tu te fais soulever. En fait, là, tous les gens à qui on parle autour de nous, même avec des boîtes ultra profitables, avec des choses qui fonctionnent bien, c'est très rare de trouver des gens qui te disent pas. En fait, j'ai l'impression que c'est un peu une décision philosophique d'employer en France. Parce que la réalité, c'est que oui, justement, tu as toute cette émulsion, tu as une espèce de mission commune, tu peux créer, et tout ça, ça génère aussi beaucoup de stress. Enfin, c'est loin d'être facile. On
on l'a vécu, mais à une autre échelle quand on était sur notre précédente boîte. Donc tout ça, c'est extrêmement positif et ça me plaît énormément. Donc sur le papier, je signe 20 fois, mais la réalité, c'est que faire ça en France, c'est s'infliger énormément de stress, énormément de contraintes, et c'est extrêmement lourd en termes de charges salariales. Grosso modo, en France, vous payez quelqu'un 2 000 €. La réalité, c'est que vous sortez 4 000 ou 5 000. Ouais, Peut-être pas 5 000, mais plutôt ouais. entre 3 002 et 4 000, quoi. Ouais, voilà. Et puis surtout, il y a aussi un fait qui, moi, m'embête un petit peu. C'est sur le côté où de pas pouvoir virer les gens quand je veux, en fait. Moi, ça, c'est un truc, ça me fait péter un câble. Je comprends pas comment c'est possible de fonctionner de cette manière-là. Ça, c'est quelque chose, pour le coup, à Malte, on n'avait pas cette problématique-là, et les choses sont tellement plus simples. Ça veut pas dire qu'on a viré les gens à l'appel, ça veut juste dire Non, que ça si veut dire quelqu'un qu'on fait pas le recrutait. job, Ouais, c'est ça. et Mais du en coup, on fait, n'avait pas peur de se recruter. chiait pas dessus de recruter. C'est tellement débile, je trouve, comme la manière dont c'est fait ici, que je pense que la réponse est non. Je préfère être solopreneur en France, même si dans la réalité, qu'est-ce que j'aimerais avoir mon équipe, etc. Et la réalité, c'est que là, aujourd'hui, je suis obligé de construire. Si je dois construire avec des freelances, je me vois pas embaucher du tout. Et encore une fois, on a beaucoup de retours d'expérience autour de nous où les embauches sont regrettées, les boîtes coulent, alors que la boîte, elle fonctionne, mais ça coule parce que, c'est débile. Voilà, pour répondre à ta question. Bah, j'ai me la voler, mais c'est pas grave, j'en ai une pas mal. Quel serait pour toi le biz ultime / final? Est-ce que je peux, parce que j'ai la question qui est presque similaire, est-ce que je peux rajouter des paramètres dedans? Il faut Vas-y. voir avec Anto. Ouais, C'est vas-y, moi, ouais. avec le chef de la question. Allez, vas-y, je m'incruste dans ta question. Du coup, si tu avais un budget illimité et la motivation, tu lancerais quel biz? Donc du coup, le biz ultime dont parle Anto, mais ça doit être rentable en max 3 ans. Donc pas un truc où tu crames du cash et que ça rapporte rien. Ouais, alors Ça la rend encore réfléchir. plus bourbier la question. Non, mais moi, je pense que ça resterait dans le cadre de l'infoprenariat, c'est-à-dire enseigner aux gens ce qui m'anime depuis des années, c'est-à-dire vivre ma vie avec mes revenus en ligne, etc. Donc vraiment rester là-dedans. Je pense que je m'assurerais, du coup, étant donné que c'est un truc... En fait, la réalité, c'est que pour répondre franchement, je n'aurais pas besoin forcément d'apports financiers colossaux. C'est pas que l'argent me manque pas dans mon business. Aujourd'hui, je me dis pas, putain, si j'avais des sous, je ferais ça. Je pense que ce qu'on a fait, par exemple, avec le Wizards Event en janvier, c'est un truc où je me dis c'est génial. Et si je pouvais avoir ce type d'event 2 fois par an, peut-être réservé aux membres d'un infoproduit, ou tu vois, ou alors peut-être En même mode faire mastermind, par exemple? en mode mastermind, ou peut-être faire des masterminds, mais en plus petit comité, mais sur du partage ultra quali, mais rester sur cette idée d'infoproduit, progresser sur la partie justement acquisition, media buy potentiellement, publicité potentiellement, comment faire un bon infoproduit, tu vois, comment m'améliorer sur le fond de l'infoproduit, sur comment vraiment transférer le savoir, être le plus pédagogue possible, avoir quelque chose de bien construit avec des feedbacks, essayer vraiment de construire quelque chose de très très complet et solide, et allier ça avec du mastermind. Donc en fait, moi personnellement, ça serait vraiment me focus sur cette partie infoprenariat qui est un petit peu mon focus, mais à plus petite échelle, parce qu'aujourd'hui, moi, en perso, j'ai mes micro-produits, donc des petites formations qui n'ont pas du tout vocation à justement faire un truc énorme. Et en commun, on a la Wizards Academy, qui là, pour le coup, est un gros produit qui tend plus vers ça, mais voilà, où il y a plein de petites choses qui s'ajoutent au fil de l'eau. Mais ouais, moi, c'est vraiment l'infoprenariat, je trouve ça assez passionnant et assez stimulant. Donc en vrai, c'est cool. Ok. Vas-y, tu vas en refaire une, Anto, vu que je t'ai un peu Si volé tu veux, celle-ci. tu m'as volé la mienne. Quel a été le moment le plus important / qui a fait basculer ta carrière dans le web? Moi, je pense que c'est un stage. Quand j'étais en stage en Irlande. Alors, c'est absolument pas le stage en lui-même qui a fait basculer quoi que ce soit,
mais c'est la frustration que j'ai ressentie là-bas, parce que je me suis donc là pour le petit historique, j'avais déjà eu mon premier déclic web où j'avais déjà gagné de l'argent en vendant mes pièces d'or dans mon jeu vidéo là, dans RuneScape. Et je me suis retrouvé quelques petites années après, peut-être 2-3 ans après, où j'avais complètement arrêté cette activité-là. J'avais plus nécessairement de revenus en ligne du tout, d'ailleurs. Et j'étais un peu en mode, j'étais un peu dans le struggle, c'est-à-dire que j'étais parti en stage à l'étranger et j'avais à côté de moi mes potes qui étaient qui étaient tous partis à Dublin, donc la capitale, si je dis pas de conneries. Moi, j'étais à Cork, qui est une petite ville qui était très sympa au-delà de ça, et j'étais pas parti à Dublin déjà pour des raisons financières. Je pouvais pas me permettre d'aller à Dublin, qui c'était un peu plus cher, etc. Donc j'étais déjà parti à Cork. Dans l'idée, je trouvais ça plutôt chouette parce que moi, j'ai toujours aimé aussi changer complètement de cadre, et en plus de ça, des fois c'est sympa, je trouve, justement de sortir un petit peu même de sa zone de confort, et quand tu voyages, c'est très cool. Ça m'a permis de faire des rencontres, voilà, c'était très chouette. Mais j'ai eu ce truc-là où il y avait des soirs où je voyais mes potes partir en soirée et moi je savais que je pouvais pas, enfin financièrement c'était pas possible, et j'ai eu cette frustration qui est venue à ce moment-là. Et c'est à ce moment-là, pour répondre à ta question, que je me suis mis à pas mal j'étais déjà sur Hack Forum, mais de manière un peu moins intensive. Là, j'y ai passé beaucoup plus de temps. Donc Hack Forum, qui est un gros forum make money, mais pas que, anglophone, tenu par des Américains, je crois. Et là, je me suis mis à passer vraiment beaucoup de temps là-bas, et c'est là que j'ai découvert la méthode de monétisation de content locking qui a marché pendant des années et qui était très très et là vraiment je me souviens que je crois que j'avais appelé mes parents et je leur avais dit je vais devenir riche, mais genre le soir même, hein. J'avais absolument aucun doute, c'était tellement fumé enfin tu vois, tout est devenu très clair, et à partir de là en fait ça a déroulé de ouf, quoi. Imaginons que là, tu crées une marque de white noise machine. Pour ceux qui connaissent pas, c'est des petites boîtes qui font des sons un peu ASMR, ou des sons en tout cas qui aident les gens à dormir, par exemple, ou à rester concentrés. Ça s'appelle une white noise machine. Comment, là, en 2024, quelle stratégie tu ferais pour lancer la marque? Je ferais beaucoup d'influenceurs, je pense. Je sais pas exactement quel type d'influenceur, mais je passerai beaucoup par le marketing d'influence, donc aller voir tous les créateurs, peut-être sur TikTok, peut-être sur YouTube, qui peuvent avoir quelque chose de connexe avec ça. Je pense que je ferai beaucoup de contenu TikTok avec la marque directement. Et pareil, je donne par exemple ce qui m'a beaucoup marché pour certaines meufs, c'est soit des mises en scène complètes, avec ça, c'est quand il y a des clients. Donc là récemment, j'avais vu passer un truc d'une meuf qui faisait les ongles, tu vois, je sais plus comment on appelle ça, les meufs qui font des ongles longs là, des manucures. Et elle, par exemple, elle avait fait une mise en scène. Alors évidemment, 99% des gens se rendent pas compte que c'est une mise en scène, où sa cliente à la fin lui dit mais comment ça, c'est trop cher, mais wesh, c'est trop cher. Et à la fin, elle commence à s'engrainer. Il y a je sais pas combien de millions de vues sur TikTok. Et la réalité, c'est que tu peux être sûr que derrière, ça a un impact direct sur les petits trucs qu'elle vend sur sa boutique, etc. Donc ça, c'est du marketing un peu viral, et je pense qu'il faut en profiter, surtout dans le cas d'un e-commerce, parce que là, on est clairement là-dessus, hein, dans le cas d'un e-commerce. Après, je pense que je ferai de l'affiliation si mes marges me le permettent, du SEO évidemment, mais je pense que voilà, je me concentrerai essentiellement sur un lancement de marque e-commerce, sur la partie réseaux sociaux, que ça soit via marketing d'influence, en payant des youtubeurs pour faire le placement, peut-être aussi en me positionnant sur Google Ads, sur la requête White Noise Machine ou machine à bruit blanc ou je sais pas quoi. Parce que ça, généralement, c'est pareil, c'est carrément sous-estimé, mais ça fait bien le café. Et voilà, hein, je pense que c'est ça que je ferais. Et d'ailleurs, petite anecdote par rapport à ce que tu racontes, là, elle est un peu mise en scène. Hier, je vois un short d'une meuf qui a une boîte de bijoux en ligne. Et c'est marrant parce que ça fait un moment que ça existe. On en a déjà parlé dans un podcast, un de nos peut-être premiers podcasts, ou peut-être il y a 30 podcasts, quoi, donc il y a longtemps.
Là, la fille, en gros, ce qu'elle raconte, c'est donc pareil, tu la vois en train de mettre ses bijoux dans des boîtes et en même temps, elle raconte une histoire. Elle dit ouais, j'ai une cliente qui m'a contacté, qui m'a montré une photo qui montre que la boîte est vide et qu'elle a reçu ça. Et alors que moi, je sais que je lui ai envoyé avec les produits dedans et tout. Et en fait, j'ai vu sur ses réseaux sociaux ensuite qu'elle postait des photos d'elle et des vidéos où elle était avec les bijoux. Donc du coup, je lui envoie un message en lui disant, «Je comprends pas, tu dis que tu as pas reçu les bijoux, mais en fait tu les as». Du coup, la fille lui répond, «Oui, mais en fait, je les ai commandés sur un autre site, c'est pas, toi ton colis il est vraiment arrivé, vide, donc ça». Et ensuite elle dit et sur encore une autre story d'elle, que j'ai vue parce que du coup, je regarde ce qu'elle fait, j'ai vu qu'elle portait un bracelet qu'elle m'a dit qu'elle avait acheté quelque part, mais en fait, c'est impossible parce que c'est moi qui l'ai fait à la main, je les fais tous à la main et tout. Donc la fille, en même temps, elle explique que ses bijoux sont faits à la main, qu'une partie de ses bijoux sont faits à la main. Et du coup, évidemment, full commentaires, des millions de vues, les commentaires qui disent ah, elle essaye trop de t'arnaquer, ça se fait pas, enfin, truc comme ça, et full viral, quoi. Ouais, c'est trop puissant. Ça marche Alors, bien. c'est pas nécessairement adapté à tous les marchés, ou alors faut trouver des petits twists, mais tu vois, avec la machine à white noise, mais en effet, tout ce qui est les retours clients, et toi, et tu te filmes en train d'emballer tes machines à white noise en mode, vous savez pas ce qui m'est arrivé, enfin, et ça marche trop trop bien. Ouais. Et ça pousse en effet les gens à s'intéresser à ton produit, donc c'est cool. Ouais, les gens aiment bien le drama. Ouais. Quel est ton achat le plus inutile pour le biz? Il y en a pas mal. Je crois que c'est mon bureau assis debout. Je sais pas si on peut dire que c'est pour le biz, mais c'est un bureau assis debout qui coûte 1000 balles en bambou. Le truc, je l'ai jamais monté une seule fois. Je me suis jamais mis debout une seule fois. Et la réalité, c'est que vous avez chez Ikea des équivalents à 150 balles, peut-être 200 balles. En plus, t'étais fier de nous montrer quand on venait chez toi, Ah, de mais nous dire il est regarde, beau, il monte et tout. Il est très beau, il est très beau. Mais il s'est jamais trop monté, quoi. Voilà. On va dire ça, c'est le premier truc qui me vient en tête. Vas-y, pour rester dans un petit truc un peu hors biz, c'est quoi tes passions justement hors du business? Ah, ouais. Il y en a forcément un Ouais, qu'on ouais. pratique tous les deux. Donc, Ouais, le jeu vidéo. C'est ce à quoi tu penses bah ouais. quand tu dis qu'on pratique tous les deux. Mais Ouais, je pensais pas à la muscu. Je pense non, que je me t'as pas souviens. la même. J'en suis pas là. J'en suis pas là avec la muscu. Mais ouais, le jeu vidéo très clairement. Après, moi, je fonctionne par période. Ça veut pas dire que je suis pas un passionné. Mais là, par exemple, je suis sur une période beaucoup plus soft où là, en ce moment, on joue à PUBG. Et ce qui est globalement moins prenant, quoi. Ça, je fais une partie ou deux tous les jours. On est bien rincé d'ailleurs. On se fait bien éclater tous les jours au quotidien, et puis après voilà. Mais j'ai des périodes où quand j'aime bien en fait le côté addictif entre guillemets, c'est quand tu sais quand t'es vraiment pris par un jeu, tu sais que le jeu est bon. Et moi j'aime beaucoup ce truc-là. Je sais par expérience que ça dure jamais éternellement de toute façon. Encore moins avec l'âge. Enfin, je veux dire, tu peux pas trop te permettre de rester. Enfin voilà, je suis moins accro qu'à une certaine époque, mais j'aime beaucoup. Là, je trouve par contre, c'est compliqué depuis quelques temps, là, depuis quelques années même. Je trouve que les jeux qui sortent sont un peu éclatés en fait. Les jeux qui me plaisent bien, en tout cas, la preuve, je reste bloqué soit sur WoW, qui est un jeu qui est sorti il y a 17 ans, soit sur PUBG, qui est un jeu qui est sorti il y a 7 ans en fait. Voilà. Donc c'est un peu compliqué de trouver chaussures à mon pied, mais voilà, le jeu vidéo, clairement. On va rester dans la même thématique. Ton investissement le plus foireux maintenant? Le plus foireux? Ça, je le connais aussi. Ouais, j'ai investi un petit paquet d'oseille sur Axie Infinity, donc qui est un jeu blockchain, qui est un des projets blockchain gaming c'est le projet blockchain gaming le plus big, sur lequel je crois encore aujourd'hui, mais j'ai clairement déconné. J'ai vraiment mis beaucoup de blé à un moment où j'étais en complète FOMO. Donc FOMO, c'est Fear of Missing Out, la peur de passer à côté de quelque chose. J'étais justement dans un moment un peu clé de ma vie aussi, où tu vois, en fait, c'est le moment pile poil
où j'avais enfin décidé, de décision assez compliquée, d'arrêter de streamer complètement. Donc de mettre de côté ce truc-là et de me dire: «OK, du coup, nouveau départ, je repars dans l'édition». Et là, d'un coup, je tombe sur la vidéo, c'était en plein bull run, donc le moment où tout est en hausse, de manière fulgurante dans les cryptos, et je tombe sur un mec qui explique, qu'il est en train de faire ce qu'on appelle du scholarship sur Axie Infinity. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le type, il alliait management, construction d'équipes, de process, et cetera, parce qu'il faisait il faisait jouer des Philippins, avec ces NFT, donc ces petits personnages au sein du jeu, personnages que les Philippins, en l'occurrence, ne pouvaient pas se payer. Les Philippins, ils farmaient une crypto, enfin, en gros, en jouant, ils gagnaient. Quand ils gagnaient un petit peu de crypto. Cette crypto-là, le manager prenait un cut sur la crypto, donc il prenait une partie de la crypto gagnée. Et les Philippins, eux, ça leur permettait à cette époque de vivre assez confortablement, voire très confortablement aux Philippines, parce que la crypto avait un certain coût, etc. Et donc le gars expliquait ça, il expliquait que, tu vois, comment il gérait ces trucs. Et en fait, moi, c'est simple, ça alliait à la fois le business, qui est une de mes passions, ça alliait le management, qui est un truc que j'adore, ça alliait la création de process, ça alliait le branding, le fait de fédérer une communauté, et ça alliait le jeu vidéo. Ça alliait absolument tout, et la blockchain, qui était un truc qui me plaisait depuis des années aussi, que j'ai découvert grâce à Franck en 2017, quand je l'ai suivi un peu dans ses délires, quand il a commencé à s'y intéresser. Et en fait, il y avait trop de trucs qui me plaisaient. Et aujourd'hui, c'est toujours le cas d'ailleurs. C'est toujours un domaine qui me plaît. C'est juste que, comme je l'ai dit déjà, sans doute dans d'autres podcasts, toute la partie blockchain gaming, c'est un truc c'est génial, et j'ai aucun doute que ça sera l'avenir du jeu vidéo pour le coup. Mais les gens sont encore trop loin de. Enfin, tu vois, j'ai pas envie de passer ma journée à éduquer des gens, et des gens qui comprennent rien. Et la réalité, c'est que ceux qui y croient et ceux qui sont là aujourd'hui, il y a aussi beaucoup de dégénérés parmi eux. Donc des mecs qui sont un peu zinzins et qui ont l'extrême inverse, tu vois, ils sont pas très mesurés, et ils sont voilà. Donc c'est compliqué. Donc là, pour le moment, je préfère avoir un petit peu de recul. Mais voilà, c'est mon investissement le plus foireux. Même si bon, j'ai rien vendu en fait, donc pas vendu, pas perdu, comme on dit. Je vous tiendrai au courant dans quelques mois quand. Mais voilà. Eh ben, vu que tu parlais de process et tout, je vais même te poser 2 questions en une. La première, c'est quoi ton process de recrutement justement pour des personnes offshore? Et d'ailleurs, pas forcément d'ailleurs, ton process de recrutement en général. Ouais. Et en deuxième, comment tu gères tes process au quotidien? Alors, pour le recrutement des personnes offshore, moi, je bosse beaucoup avec Discord. Donc ce que je fais, c'est que j'utilise Tally, c'est comme un Google Form, donc on peut faire des questionnaires custom, poser des questions, etc. Et ce que je fais, c'est que généralement, moi, il y a un truc qui a beaucoup changé ma manière de communiquer avec mes prestataires. C'est un équivalent de Loom, pour ceux qui connaissent. Moi, j'utilise Komodo, mais on va parler de Loom, qui est le plus connu. Et Loom, c'est un outil qui vous permet vous cliquez sur un bouton et tac, vous vous mettez à record une vidéo où on voit votre écran et où vous dites voilà, et vous pouvez du coup dire un peu ce que vous voulez, et ça fait gagner un temps de dingue, parce que la réalité, c'est qu'aujourd'hui, il y a encore pas mal de gens qui sont bloqués dans des réunions hebdomadaires et tout. C'est un enfer. Les réunions, ça fait perdre un temps fou, les calls, les machins, c'est vraiment de la saloperie. Là, avec un Loom, vous pouvez le mettre en x2. Vous économisez un temps de dingue, vous faites passer l'info de manière correcte, etc. Donc, ce que je fais, c'est dans un premier temps, en fonction de ce que j'ai besoin, par exemple, si je dois recruter un rédacteur ou plusieurs rédacteurs, c'est le premier truc, je recrute toujours en volume. C'est-à-dire que je pense que le secret avec l'expérience, c'est de toujours faire de la masse. C'est-à-dire que je préfère dire que j'ai besoin de 2-3 rédacteurs en parallèle, et de recruter d'avoir beaucoup de candidatures d'un coup, et de pouvoir filtrer de manière le plus automatique possible pour identifier très rapidement la personne qui va être un peu la pépite qui sort du lot, et que je vais pouvoir avec qui je vais pouvoir construire quelque chose et bosser sur long terme. Donc pour ça, généralement, je fais mon tally. Sur mon tally, je me présente, donc je suis face caméra et j'explique ce que je fais, qui je suis, ce que je recherche,
quel profil. Donc, j'explique dans les grandes lignes le post. Une fois que c'est fait, je mets toujours un piège en fin de vidéo. C'est-à-dire que généralement, la vidéo dure, je sais pas, 3-4 minutes, le temps d'expliquer le post, d'expliquer ce qu'on fait dans ma boîte, etc. Et je mets un piège où je dis, à telle question du formulaire ci-dessous, vous allez répondre un mot complètement random. Et en fait, ça me permet de base de filtrer, et tous les gens qui n'ont pas répondu ce mot-là, ça veut dire que c'est des gens qui n'ont même pas pris la peine de regarder la vidéo, et donc juste, ça dégage de manière automatique. Il n'y a pas de débat, ce qui me permet de faire un premier pré-filtre. Et ensuite, une fois que les autres sont validés, à la fin, ça les envoie directement sur mon Discord d'entreprise, où là, ils ont un rôle attribué automatiquement, qui leur donne accès à tous les process de base pour la suite du test. C'est-à-dire que moi, je touche toujours à rien ici. Je leur explique tout. En fait, ils vont créer un ticket avec moi pour me dire quel est leur email de candidature, etc. Donc moi, en fonction, soit je refuse le ticket et je les éjecte parce qu'en fait, ils ont pas passé le premier piège là. Soit je les valide, ça crée un canal privé. Et à partir de ce moment-là, ils ont tout qui est débloqué avec plusieurs vidéos Loom pareil, qui leur expliquent voici une liste de mes tâches, voici comment vous devez fonctionner pour la rédaction. Et en gros, c'est une espèce de mini formation qui est débloquée, et ça leur donne accès à un de mes sites pareil de manière automatique avec un compte auteur. Et je leur dis, l'objectif, c'est vous écrivez un article sur tel sujet, vous le publiez, vous le mettez en ligne de la bonne des manières. Et une fois que c'est fait, vous revenez vers moi. Et moi, une fois que c'est fait, j'ai au cas par cas tous les différents articles qui ont été mis en ligne sur le site auquel ils ont eu accès. Et du coup, je peux me dire, OK, ça vaut le coup, ça c'est bien, ça c'est pas bien. Et à partir de là, ils ont accès, ils ont un autre rôle qui est débloqué, ils ont accès à mes sites, et là, je peux commencer à les faire bosser. Dans le cas de rédacteur, par exemple. Mais le fait de bosser dans le volet, et pour recruter, je passe essentiellement par, donc là, c'est que je parle de Madagascar ou du Bénin, je passe essentiellement par des groupes sur Facebook de recrutement ou de freelance à Madagascar et au Bénin. Et voilà, je poste là-dedans, et après, je trie. Ok. Eh ben, parfait. Et du coup, juste pour tes process au quotidien, c'est Loom. Enfin, c'est Komodo C'est essentiellement ça. Et je pense que le top du top, j'ai un peu du mal à m'y faire, mais plus j'en parle, plus je me dis qu'il faut que j'arrive à m'y faire. Je pense que c'est Notion, plus Loom. Ouais. Mais en fait, avoir tu vois, pour telle tâche de ton entreprise, tel besoin que tu as en interne avec un freelance, je te dis par exemple mes monteurs aujourd'hui, si jamais je devais recruter demain, l'objectif c'est qu'il y ait tous les process, comment ça se passe, quelle est ma charte graphique, ce que je propose, et que j'ai pareil des formulaires dédiés, des process de recrutement dédiés à chaque poste, avec par exemple dans le cas d'un monteur, monter les 30 premières secondes d'une vidéo de manière spécifique, etc. Et que tout ça, tu puisses le réactionner un peu à ta guise dès que tu as besoin de quelqu'un, pour ne pas avoir en fait à te faire chier à chaque fois à tout réexpliquer. Là, tout est directement fait. Et oui, là, encore une fois, Loom, c'est trop puissant, quoi. Ça permet d'avoir des petites vidéos qui se créent en un claquement de doigts et qui peuvent te faire gagner un temps fou, quoi. Ok. Comment choisis-tu tes niches de biz maintenant? Soit biz passion qui t'intéresse, ou seulement l'argent, ou quel est ton choix, quoi? Comment tu... La réalité, c'est que je fais plus vraiment de biz de niche. Moi, j'ai un peu freiné la partie édition, pour ne pas dire T'en as, mais beaucoup. en associé. J'en ai, mais avec des associés, ouais. Mais du coup, il n'y a pas de volonté de scale et d'aller toujours plus loin sur ces trucs-là. Donc, Non, mais hors niche d'affiliation, tu vois, par exemple, est-ce que par exemple genre le SaaS ça marche bien mais ça t'intéresse pas spécialement, tu focuses tu SaaS, tu vois? Est-ce que tu cherches plus ok. l'argent ou biz en général, quoi? Non, je dirais que je suis quand même plus focus sur ce qui va me stimuler, sur la passion, c'est un grand mot, mais il faut que ça soit, faut pas que typiquement demain, je sais pas moi, l'assurance c'est un domaine de dingue qui rapporte à mort. J'avoue que je m'en fous un peu du sujet, donc ça va moins m'intéresser que là. Par exemple, en ce moment, je suis beaucoup sur le secteur d'intelligence artificielle. Ça me stimule plus. Je fais mes petits tests, mes petits case studies, mais tu vois, j'ai plus d'intérêt à faire ça parce que
En tout cas, là, aujourd'hui, c'est là où j'en suis, quoi. Je suis un peu plus focus sur ce qui me plaît, sans forcément que ce soit des sujets compliqués à monétiser, tu vois. Mais on est entre la passion et le financier, on va dire. Tiens, on va te refaire un autre mini case study. Demain, t'es full broke, t'as plus Ouais. d'argent, tu perds, on va dire, 90% de tes connaissances. Donc, tout ce que tu sais, c'est que c'est possible de faire de l'argent sur Internet. Tu connais 2-3 podcasts, écoute, t'as des petites connaissances, genre tu sais mettre un site en ligne, tu sais faire une petite base de SEO, mais bon, vraiment pas ouf, tout ça. Tu sais un tout petit peu rédiger, tu sais, en gros, tu t'es un petit peu dans plein de trucs. C'est quoi ta stratégie pour atteindre assez rapidement, mais sans forcément te donner de trucs, ça peut être 1 an par exemple, pour atteindre 2 000 € par mois? Qu'est-ce que tu fais? Et tout est possible. Moi, je pense que je monte une chaîne YouTube où je fais que des reviews de SaaS, par exemple. Enfin, tu vois, typiquement, je vais essayer de me positionner que sur des requêtes un peu longue traîne, soit sur du tutoriel en mode là par exemple, en plus c'est ce que je vais faire sur ma chaîne bientôt. Je vais faire une vidéo le guide du SEO, tu vois, le truc large avec un truc un peu conséquent de 25-30 minutes sans doute, qui délivre énormément de valeur. Et ce qu'on peut faire là, il y a plusieurs choix, mais moi ce que je ferais si demain je redébutais un peu de zéro, c'est qu'aujourd'hui vous pouvez prendre le temps. Si par exemple vous vous fixez l'objectif, alors je vais parler comme si c'était moi qui allais faire tout ça, mais si je me fixe l'objectif de me dire, OK, faire un guide sur le SEO, faire un guide sur peut-être le netlinking aussi, et même si vous êtes débutant, en vous renseignant, par exemple, en prenant 3 jours de votre semaine pour écouter des podcasts qui en parlent, pour écouter des différents avis là-dessus, vous pouvez commencer à faire un plan et faire un truc assez complet où vous arrivez et vous expliquez, voilà, pour faire un bon netlinking, il faut faire ça, 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 ça. Et là, vous avez 2 solutions. Vous avez évidemment la solution numéro 1 qui est la plus facile à mettre en place, c'est l'affiliation. Et la deuxième solution, c'est de mettre en place des petits infoproduits. Donc, petite formation vidéo où vous allez, pour aller plus loin, donc là, c'est plus compliqué quand on n'a pas trop les compétences ou l'expérience. Donc, moi, je recommande quand même l'affiliation dans un premier temps. Mais demain, vous conseillez des conseils pour netlinker. Vous allez pousser une plateforme en particulier. Hop, petit lien d'affiliation en description. Et ça peut vous rapporter des revenus récurrents pendant un certain temps. Et je pense que, donc là, on est sur des grosses vidéos qui ont vocation à se positionner sur des mots-clés potentiellement un peu, avec un peu de traction un peu intéressant, mais de manière beaucoup plus simple. Aujourd'hui, si vous prenez juste le temps de faire une chaîne YouTube où typiquement vous couvrez le secteur je sais plus comment on appelle ça, tous les logiciels à la System.io, Podia, Des LMS, plateformes je de crois, ou un ouais, truc comme ça, LMS. Learning Management System. Ouais. Toutes ces plateformes-là, c'est pas facile de faire de l'affiliation pour ces trucs-là. Par contre, si vous arrivez à en faire, l'avantage, c'est que si c'est payé de manière récurrente, ce qui est souvent le cas, par exemple, System.io paye très très bien ses affiliés, vous faites rentrer une dizaine d'infopreneurs, potentiellement, vous avez un joli ticket chaque année. Et en fait, la réalité, c'est que... Alors, pourquoi je ferais du YouTube? Parce que c'est beaucoup plus facile, mais dans la réalité, il faudrait faire les deux. Il faudrait avoir et une chaîne YouTube et un site que j'alimente et sur lequel je me concentre à fond. Et où j'identifie comme ça des petits sas et à chaque fois qu'il y a un truc à dire, je fais bah voilà, aujourd'hui bonjour, c'est moi, j'ai testé le sas machin, voilà. Soit je ferai ça, soit si vous êtes passionné ou si je suis supposant que je suis passionné par le high tech ou des trucs très spécifiques, je fais la même chose mais en parlant de ça. Si je suis en taux, je fais une chaîne de rénovation directement, par exemple. Où je me filme le week-end, là hop, j'ai fait mon pot de fleurs pour mes bambous, hop, je filme, j'ai fait ça, là je fais la dalle, là je fais truc. Je trouve que c'est trop puissant et ça permet de... Et en fait, là, pour le coup, capitaliser sur ses passions, sur ce genre de truc, c'est super puissant. Il n'y a pas besoin que la forme soit impeccable, loin de là. Vous pouvez rester très Sam Soulek dans la forme, c'est-à-dire vous branchez la caméra, vous parlez, vous coupez la caméra, vous publiez. Et c'est pas grave si vous bégayez, c'est pas grave si c'est pas parfait, on s'en fout, mais vous partagez concrètement ce qui se passe, et puis progressivement vous allez un peu faire vos armes comme ça. Moi, c'est comme ça que je ferai, et je me concentrerai uniquement presque uniquement sur de la review de SaaS ou des choses comme ça, mais en le faisant bien, par exemple. C'est assez rare, je trouve, de trouver des gens
qui font bien ça. Et ce qui m'empêche, c'est un long débat, mais ce qui m'empêche de le faire aujourd'hui sur ma chaîne ou de beaucoup le faire, c'est qu'étant donné qu'il y a relativement peu de valeur ajoutée, je pense que ça nécessiterait, pour moi, on en a déjà parlé, mais de monter une petite chaîne à côté uniquement dédiée aux reviews, et là de spammer les reviews sur des trucs et de faire du taf de bonne qualité, mais c'est un peu comme le format podcast, c'est un format particulier, quoi. Les gens vont pas forcément suivre 100% de vos reviews, vous allez juste faire du SEO sur YouTube, en gros. Donc voilà. Ok. Mais je pense que c'est ce que je ferais. Ça marche. Une journée type, tiens. Eh bien, une journée type, je me lève à 8h30, on va dire. Et ensuite, Attends, je vais prendre mon agenda, hein, ce sera plus simple, c'est l'histoire. Hop. Donc, au niveau de l'agenda, par exemple, de la journée type du lundi, j'ai encore quelques petits clients qui restent. Donc, généralement, le lundi, c'est si jamais il y a des mails pour les clients, de 9 à 10, c'est le moment mail, on va dire. Ensuite, à 10h, je suis censé faire une petite vidéo à mon ghostwriter pour lui faire un petit résumé potentiellement des petites choses de la semaine dernière sur lesquelles j'ai eu des prises de conscience. Enfin, essayer de lui donner de la matière pour qu'il soit le plus accurate possible quand tu communiques en mon nom au sein de mes newsletters, par exemple. Donc ça, c'est pareil, ça fait partie des petits trucs. Là, ce matin, j'avais un peu de compta. J'avais du sport à partir d'une heure et demie, en gros 1 heure de sport avec Nico. Et là, cet après-midi, on est en full podcast. Et sinon, les journées types, globalement, ça se concentre beaucoup autour de... J'ai mes tournages qui me prennent pas mal de temps. Alors, le podcast, l'avantage, c'est que c'est pas des tournages travaillés du tout. On est en full impro de A à Z. Enfin, là, on a préparé vite fait les questions, mais moi, concrètement, là, pour cet épisode, ça m'a pas pris de temps du tout, mais on enregistre Suite Franck juste après, ça a dû me prendre 15 minutes. Mais le tournage nous prend du temps, le montage m'en prend plus du tout, donc ça, c'est cool. Et sinon, c'est quelques rendez-vous et essentiellement de toute la partie justement création de contenu, création d'infoproduits, réflexion autour de mes infoproduits. Là, il y a aussi beaucoup justement ce qui touche à la Wizards Academy. Là, ça fait partie des trucs que je dois faire en fin de semaine. Voilà, ça alterne, mais c'est rarement les mêmes journées et c'est en fonction des semaines, quoi. Il y a des choses changent, on va dire. Et je finis généralement, pour être franc, je finis entre 17h30 et 18h, c'est l'heure de PUBG, quoi. Et là, on fait 1 ou 2 games de PUBG avec Franck et d'autres potes, et puis après, voilà, hein, fin de journée. Est-ce que tu peux me citer 3 personnes que tu considères comme inspirantes dans le biz? Je dirais Elon Musk dans un premier temps, même si on est assez loin en fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris vraiment 3 personnes très très différentes pour qu'on ait Ok. un espèce de panel assez large. Donc, je dirais Elon Musk parce que pour moi, ce mec-là, il est incroyable. Bon, il a sans doute beaucoup de défauts, mais je trouve ça incroyable tout ce qu'il fait. Et tu vois, le type qui il pose des fusées, alors que même la NASA n'avait jamais osé faire ça sans les défoncer sur un tout petit bout de métal au milieu de l'océan. Enfin, c'est un délire. Ce qu'il a fait, là, il est en train de foutre des puces dans le cerveau des gens qui aident les gens paraplégiques à maîtriser avec la pensée leur souris d'ordinateur et tout. Enfin, c'est un truc de fou. Donc lui, je le trouve trop fort. J'ai beaucoup d'admiration pour ce gars. Et bon, il est d'un autre monde, donc voilà, c'est pas une source d'inspiration pour autant, quoi, je veux dire, mais il est incroyable. Sinon, pareil, j'aime bien, je trouve assez cool Hormozy, encore une fois. C'est un peu une référence sur le domaine de l'infoprenariat, finalement, Alex Hormozy, côté US. Et je dirais en francophonie, d'un peu plus proche, j'ai pas mal de respect pour Stéphane Madaleno, qu'on a reçu dans le podcast, que je trouve. J'aime beaucoup les gens humbles, et lui, je trouve que c'est vraiment ce qui retransmet, quoi. Tu vois, c'est vraiment un mec humble, c'est un mec super fort. Et puis
il est pareil sur la partie SaaS. Alors, il a de très bons associés aussi, hein, il n'est pas seul. Mais je trouve ça assez impressionnant, la place qu'il prend et avec quelle facilité extérieure, en tout cas. Tu vois, typiquement, là, il lance Alloscan. T'as l'impression, après, on est dans un microcosme, mais t'as l'impression qu'il est quasiment en train de fumer ce MRush en France, alors qu'Alloscan est sorti il y a peut-être un mois ou deux, tu vois, peut-être un peu plus, je sais pas, mais voilà. Et à chaque fois qu'il arrive sur un marché avec ses SaaS, il trouve le marché en deux. Et la réalité, c'est qu'il est pas du tout tu vois, il est même pas agressif dans sa communication. Il communique vite fait. Mais en fait, juste parce que les gens savent qu'il y a Stéphane derrière un SaaS SEO, généralement, ça suffit à. Donc, je trouve ça c'est assez inspirant. Et puis voilà, du coup. Ok. Si tu dois reprendre un CDI un jour, quel job ferais-tu? Bah, moi, je me verrais bien, tu vois, si je devais être embauché demain, genre animateur de podcast pour soit pour le podcast d'une boîte ou un truc comme ça. Enfin, je trouverais ça assez cool. Ou sur la partie stratégique, sur le contenu vidéo. Ou alors, sinon, ça serait sur la partie stratégique, pourquoi pas dans des boîtes SEO aussi. Mais là où je pense que là où je suis bon, c'est vraiment justement sur la partie stratégique et pas particulièrement dans l'exécution. Donc moi, il me faut un poste de manager ou un truc comme ça, tu vois, pour que ça soit pertinent. Donc, mais voilà, je pense que ça serait plutôt dans ces domaines-là, quoi, qui sont assez différents finalement. Mais... Ok. Est-ce que tu penses que Twitter, c'est un nid à broquis? Ouais, c'est un sacré nid à broquis même. Moi, en vrai, j'ai un peu du mal à comprendre. Enfin, tu vois, typiquement, je pense qu'on pourrait, tous autant qu'on est ici, arriver à faire un peu de sous, enfin, même au-delà des sous, à arriver à construire une audience sur Twitter, etc. C'est vraiment pas un réseau qui m'intéresse plus que ça. J'ai bien conscience que c'est puissant comme réseau, mais je sais pas, je trouve ça. Tu vois, c'est un peu la discussion que j'ai eue avec Benjamin sur le dernier podcast. Benjamin, donc des Triconautes, où je lui disais, je n'arrive pas à comprendre, tu vois, pourquoi tu partages autant de qualité sur Twitter. J'ai l'impression que les gens ne méritent pas autant de qualité sur Twitter au final, tu vois. Et surtout, j'ai l'impression que proposer quelque chose d'extrême qualité sur Twitter, ça veut dire que tu le proposes potentiellement pas à côté sur un contenu sur YouTube ou sur quelque chose qui peut potentiellement avoir beaucoup de traction sur le long terme. J'ai l'impression que Twitter, ça peut faire beaucoup de visibilité tout de suite, puis s'essouffler très vite. Et il n'y a pas ou très très peu le côté organique, voire pas du tout d'ailleurs. Ouais, c'est toujours pareil, moi, s'il n'y a pas d'organique, ça m'embête un peu. Voilà. Je trouve que ça devient un peu LinkedIn. Bah, d'ailleurs, LinkedIn, les tweetos partent sur LinkedIn beaucoup. Ah ouais? Ouais, je trouve que la méta est un peu la même, là, avec les threads un peu claqués, les trucs mindset et tout. Moi, j'y vais plus du tout, tu vois. Alors que j'y allais beaucoup. Alors toi, tu y allais beaucoup, ouais. Ouais, j'y vais plus du tout. Ouais, non, franchement, c'est un peu pourri. Ouais. Mais suivez-nous sur Twitter, du coup, hein, régalez-vous. On parle beaucoup d'expatriation et donc on va parler de quels sont les avantages de la France cette fois-ci et pas de l'expatriation. Alors pour le coup, je vais faire mon Nico. Hein. On est à la bonne école pour ça, mais Ouais, c'est vrai. Hein. Les avantages de la France déjà, c'est la langue. Moi, c'est un truc pour le coup, le fait de parler français, je trouve ça génial. On a un pays qui est magnifique, on va pas se le cacher. On a des montagnes, on a la mer, on a tout. Franchement, on a un pays qui est vraiment très très beau. La famille à proximité, parce qu'on a tous ici nos familles en France, donc je considère que c'est un avantage de pouvoir voir sa famille régulièrement. Les amis, parce que même si tu peux avoir des amis expatriés, en tout cas moi, je ne vais pas vous le cacher, j'avais pas du tout la même qualité de vie sociale quand j'étais expatrié à Malte que celle que j'ai aujourd'hui, même si aujourd'hui, par exemple, dans ma vie sociale, Franck, Romain, qui était aussi notre associé à Malte, sont très présents,
Donc, je veux dire, là-dessus, c'est très chouette. Mais il y a tout un écosystème de potes. En plus, j'ai rencontré des gens. Enfin, voilà. Et il y a pas. Je trouvais que, je l'ai déjà dit, mais je trouvais que quand j'étais expatrié, en l'occurrence, tu rencontres des entrepreneurs, c'est très bien. Mais en tout cas, dans notre secteur d'activité, c'est-à-dire l'affiliation, c'est vite un truc de requin, quoi. On était à H24 en train de se renifler le cul, de faire picoler un tel en soirée, ou de faire attention à ce qu'on ne nous fasse pas trop picoler. Non, mais c'est vraiment... Et ça, en fait, sur le long terme, chiant. Enfin, moi, j'ai plus l'âge pour ces conneries. Donc voilà, mais les avantages de la France, je dirais que c'est ça. Et donc, sur le plan fiscal, enfin fiscal, ou en tout cas investissement et tout, parce qu'il faut bien les chercher, les avantages quand même. Mais paraît-il, et c'est un peu... Paraît-il. Paraît-il. Quand, quand tu mets les triangles, que tu fais les sociétés qui se relient entre elles et tout. Non, paraît-il que le gros avantage, et c'est sans doute un peu ce que je vais explorer sur, on va dire, les 5 prochaines années. Je suis sans doute en France pour encore les 5 prochaines années. Après, à horizon plus lointaine, je suis pas sûr de rester là, pour être franc. Mais je pense que s'il y a bien un avantage, c'est ce qu'on appelle le levier bancaire, donc c'est-à-dire se servir, et quand on a une boîte aussi, alors même si je crois que c'est pas typiquement pour vous qui avez des bons bilans en auto-entreprise, ça pourrait être une possibilité aussi, mais le fait d'investir, d'avoir un petit apport et en gros d'investir en boucle dans l'immobilier et de se servir de l'argent des banques et financer vos crédits avec des banques privées, après, je suis absolument pas un spécialiste, je répète, Nico, que vous avez vu plusieurs fois sur le podcast, si vous le suivez, qui aime beaucoup ces sujets-là. Et je pense que là-dessus, il a raison. De toute façon, je pense que si on reste en France et qu'on n'utilise pas ce levier bancaire-là, je trouve ça un peu con. Donc, c'est peut-être ce que je finirai par faire. Mais voilà. C'est les avantages de la France, je dirais que c'est ça. Je sais pas si vous avez des trucs... j'ai oublié, vous avez en tête. L'auto-entreprise. L'auto-entreprise, c'est vrai. Très, très bel avantage. Et on en parlait l'autre fois pendant le live un peu, enfin le live privé là qu'on avait. Nous avec Anto, on fait un combo auto-entreprise capé plus portage salarial. Et c'est un très bon... ça a des gros avantages, ça a des désavantages aussi, notamment pour tout ce qui est de passer des frais et tout. Mais quand t'as pas trop de frais, c'est un sacré... c'est très propre. Et surtout quand on veut pas faire des trucs de zinzin, de holding et trucs comme ça, un peu casse-couille. En effet. C'est quoi le dernier tool qui t'a bluffé ? Moi, c'est Agen. Ils m'ont bien enculé sur l'affiliation aussi, on va pas se le cacher, mais c'est eux qui m'ont bien bluffé aussi ces derniers temps. Alors, je vais juste expliquer vite fait, parce qu'on en a parlé dans l'épisode avec Shubham. Depuis, j'en ai parlé avec Vincent, qui a un gros site aussi, qui a fait pas mal d'affiliations Agen. Et il se trouve que Agen, donc c'est un outil qui permet de se cloner et d'utiliser son clone pour pour faire des vidéos en format short, en format paysage, peu importe. Et en fait, j'ai fait de l'affiliation pour ce produit-là. J'ai eu plus de 1000 clics aujourd'hui, même avec les Wizards, dont on a eu un paquet d'ailleurs. Donc, on va dire 1500 clics au total sur les liens d'affiliation. Et pour ce nombre de clics-là, j'ai eu, moi, de mon côté, je crois, 4 inscrits, 4 leads. Et en fait, ils ne traquent même pas les inscriptions. C'est-à-dire que je pense qu'en fait, on a tellement braillé qu'ils sont allés manuellement nous ajouter des leads un peu random. Mais enfin, c'est ridicule, quoi. C'est vraiment... je ne me suis jamais fait autant cartouche par un programme d'affiliation. Et en gros, il n'y a pas de tracking. Enfin, c'est dégueulasse. Et voilà, donc ça c'est un peu problématique, mais l'outil en tant que tel m'a vraiment bluffé. Et d'ailleurs, j'ai fait mon case study sur TikTok là-dessus, c'est vraiment un bon moyen d'accélérer sur sa production de contenu. On est sur un usage IA qui, à mon sens, est voilà, tout ce que doit permettre de faire l'IA, accélérer sur votre productivité. Là, on est en plein dedans, quoi. Donc, vous envoyez un fichier MP3, hop, il y a Agen, il va caler la voix de votre clone et on ne fait pas la différence, quoi. Franchement, c'est ultra fort. Ok. Donc, voilà. Comment ton expérience à Malte a impacté ta façon de travailler aujourd'hui ? Justement, sur cette partie process, management, où je pense que je suis pas dégueu. Mais pour être franc,
mon expérience à Malte m'a permis justement de travailler dans un truc qui me correspondait particulièrement, c'est-à-dire d'être plus de piloter. Alors, je faisais pas que ça, mais beaucoup quand même. Tu vois, d'être un peu plus dans l'idée. Et ça, pour le coup, ça a été un peu compliqué parce qu'aujourd'hui, justement, j'ai cette tendance à piloter, mais quand tu te pilotes toi-même, au final, ça veut dire que tu dois aussi être productif à côté. Donc ça, c'est un peu compliqué. Et il y a aussi évidemment les freelances, mais pareil, pour être franc, aujourd'hui, étant donné que sur mes projets édition de site en tant que tel, affiliation, je suis associé sur mes 2 projets principaux en fait à ce niveau-là. J'ai plus à, enfin toute cette partie éditoriale, je la gère pas quoi. Et en fait donc voilà. En fait, la réalité c'est que ce que j'ai appris à Malte, ce que j'ai fait à Malte, n'ont pas réellement d'intérêt aujourd'hui. En tout cas, pas à première vue là quand j'y réfléchis. Enfin, on s'entend bien sûr. Hein, il y a toute l'expérience acquise et tout, c'est énorme. Mais les vrais trucs sur lesquels je me suis concentré à Malte, c'est des trucs sur lesquels je peux plus me concentrer aujourd'hui en solo, en fait. Ça aurait un intérêt si demain je reprends une boîte et je suis de nouveau dans ce truc-là. Là, ça aurait un intérêt certain. Mais sur la partie purement solo, à part toute la partie très théorique et tous mes apprentissages, mes skills, il n'y a pas d'intérêt particulier, on va dire. Est-ce que tu te rappelles, en chiffre d'affaires, on a fait la même pour Anto. En CA, ça a été quoi ta plus grosse journée? Moi, je me rappelle d'un truc, mais du coup, j'aimerais bien savoir si tu as le même. En infoproduit, là, assez récemment, c'était aux alentours de 17 000 €. Et avant ça, en affiliation, via Mediabuy, j'avais fait une journée à plus de 20 000. Et comment ça s'appelle? Et sur du SEO, c'est là où mon cerveau a, je crois, un peu pété un câble là-dessus. Parce que moi, j'ai un souvenir où il y a une journée, c'est sûr, on avait fait enfin, c'est sûr, c'est dans ma tête, hein, justement, c'est absolument pas sûr. Mais j'ai ce souvenir de 7000 balles juste via SEO au cumulé. Et la réalité, c'est que je sais pas si. Parce que souvent, j'ai un cerveau Non, qui je crois fonctionne que c'était de ça. manière un peu marseillais. Donc, c'était En ça. gros, il y avait plusieurs journées où on faisait 3000 balles juste en SEO, ça c'est sûr. Il y avait une très grosse journée dans mes souvenirs et celle à 20 000, moi j'avais un peu plus en tête, je crois que c'était genre 24. Ouais, c'est possible. Et de souvenir, on avait mis moins de 2000 balles de budget pub. Ouais. Il me semble que c'était un beau x10 cette journée-là. Donc, ouais, c'est ça. Mais c'était en Mediabuy, donc c'était un peu spécial. Mais oui, en SEO. Quand tu commences à faire 7000 balles jour en SEO, tu sais que tu es content. Alors, la réalité aussi, Ça n'avait pas tenu éternellement. Hein. Non, ça avait été de toute court. façon, il n'y a rien qui tient trop éternellement. Et puis, la réalité, c'est qu'on s'était fait pénaliser le site, je sais plus, quelques semaines ou mois après. Ouais. Et là, je me rappelle bien de ce jour-là, moi. J'avais un peu, je voyais tout flou, moi. Je m'en rappelle aussi. Ouais. Bah, c'était. Ouais. Parce que c'était un site ou un réseau de sites, mais en gros, qui faisait assurer tous les jours plus de 1 500 € de com par jour. Donc, c'est sûr que quand on lui a pris la pénalité, et je m'en souviens très bien aussi, hein, c'était la PLS. Hein. On était dans le bureau, les 4 associés à se regarder, pas très bien, quoi. Ouais. un peu choc-barre. Un peu choc-barre, ouais, sur les bords. Ok, Anto. Allez, bah, comment te vois-tu dans 5 ans? Écoute, moi, dans 5 ans, j'aimerais bien, justement, ce que je reproche un petit peu à l'édition de site et à l'affiliation, même si c'est un business vraiment incroyable et je le pense, c'est le côté où, sur le long terme, donc tu vois, à horizon 5 ans, je trouve que c'est compliqué d'avoir quelque chose de pérenne. Et que là, j'en arrive à un stade de ma vie où j'aimerais bien construire quelque chose de pérenne, même si la réalité, c'est que, par exemple, nos parents, nos grands-parents, il y avait ce truc-là à l'époque où
quel est ton métier ? Mon métier, c'est ça. Et pendant 60 berges, ils font le même truc. Là, aujourd'hui, ça n'existe plus, j'ai l'impression. Et surtout, quand on est sur le web comme nous, on est H24 en train de jump un petit peu entre les opportunités et tout. Là, j'ai envie, justement, dans l'idée, d'arriver à construire quelque chose. Et je pense, en réalité, peut-être en partie avec les Wizards et avec toute la communauté qu'on va potentiellement pouvoir fédérer, et arriver justement à se servir de cette traction pour, sur le long terme, implémenter des trucs qui, businessment parlant, vont pouvoir être pérennes et vraiment arrêter d'être sur le casse, tu vois. Moi, c'est vraiment ce truc-là qui est de plus en plus... Enfin, où j'ai un peu... j'ai envie de mettre un peu plus ça de côté, faire moins de casse, ou alors par casse, j'entends saisir une opportunité, la rincer, et on passe à autre chose pour diverses raisons, soit parce que l'opportunité est finie, soit... Là, maintenant, j'ai plus envie de construire sur le long terme, et ça va passer par continuer d'alimenter typiquement des réseaux à mon image. Je parle essentiellement de ma chaîne YouTube en perso, là, tu vois, qui a pris mon nom, prénom. Donc, et en fait, de cette manière-là, je pense qu'en construisant du contenu sur le long terme avec ton nom, prénom, par exemple, ou avec une marque comme le Wizards Podcast, ça peut que snowball. Et il n'y a pas ce côté où du jour au lendemain, tac, ça ne marche plus. Tu sais pas pourquoi, mais ça ne marche plus, ça n'existe pas. Et je pense que même si demain, pour une raison X ou Y, par exemple, toute la partie SGE se fracasse l'affiliation et fait que vraiment, réellement, ce qui m'étonnerait fortement, l'affiliation, c'est un truc qui n'existe plus dans les SERP de Google. Je pense que, enfin, c'est pas pour autant que le Wizard, oui, ce qui est impossible. Le Wizards Podcast ne va pas mourir pour autant, par exemple. Et il y aura toujours un truc à dire, à raconter, à montrer, à apprendre aux gens. Je pense qu'on a l'avantage d'avoir des compétences, des skills qui sont super larges et sur lesquels on peut... On est H24, on est très polyvalent, quoi, et on est capable de s'adapter en permanence sur plein de trucs. Mais en tout cas, voilà, je recherche quelque chose de plus pérenne et de plus stable, même si la réalité, c'est que quand tu fais un coup et que tu fais plusieurs, peut-être, je dis des conneries, hein, mais on peut imaginer plusieurs centaines de milliers d'euros sur un coup. Est-ce qu'il vaut mieux pas faire plusieurs centaines de milliers d'euros? Est-ce qu'il ne vaut mieux pas faire plusieurs centaines de milliers d'euros sur un coup que faire 50 000 balles par an de manière stable sur un truc spécifique? Bon, mais moi, j'ai envie d'avoir, tu vois, d'avoir cette notion de snowball, et en fait d'arrêter de me dire que, ouais, de toute façon, demain, je vais me faire cartoucher par Google, il va se passer ça, il va se passer ça. Voilà. C'est quoi ta vision dans 10 ans, 15 ans à peu près, de l'intégration de l'IA dans notre vie quotidienne? Professionnellement ou dans la vie perso aussi, tu vois? Alors là, là, on rentre sur un truc, je fais un petit disclaimer, parce que ça va presque, on rentre presque sur un truc un peu de théorie du complot et tout. Enfin, on est vraiment sur une croyance, hein, voilà. Donc c'était le disclaimer. Moi, j'ai la sensation que dans 10-15 ans ou 20 ans, l'IA aura une place centrale au sein de tout. Vraiment, et je l'espère même, en réalité. Enfin, c'est un peu compliqué à entendre pour certaines personnes, j'en ai bien conscience, mais je pense que ça va apporter beaucoup de bien, beaucoup de changements, qu'il va falloir s'adapter à ces changements, et je pense notamment qu'il y a énormément de postes qui vont sauter. C'est une certitude, je veux dire, l'IA va remplacer, elle remplace déjà quelques postes, et ça ne va pas aller en s'arrangeant. Je vois bien le monde de demain avec typiquement un salaire universel qui est distribué, par exemple, à la population française. En fait, je vois pas. Sinon, ça va être un carnage, quoi. C'est-à-dire qu'il y a tous les métiers manuels, ça va persister. Donc ça, ok. Mais toute la partie, tu vois, je pense notamment aux traducteurs, aux graphistes, aux gens qui font de l'animation 3D. Enfin, tous ces postes-là, mais dans quel monde dans 20 ans? Enfin, tu vois, évidemment qu'il y aura encore le top élite de ces gens-là qui seront aux commandes des IA, justement. Mais tout le reste, tous les gens qui se sont pris le changement dans la gueule sans rien faire, pour moi, ils vont sauter. C'est pas possible autrement. Et là, je vous ai pris quelques exemples, mais la réalité, c'est qu'il y a énormément de thématiques business qui vont se faire fracasser. Et je pense que
c'est pas pour autant que tout le monde sera sous un pont, parce que encore une fois, étant donné qu'il y aura de telles économies faites sur les avantages de l'IA, qu'on va pouvoir financer la vie standard des gens, en fait. Mais je pense qu'il va À mon en avis, effet ça serait falloir... très utopique, mais ouais, écoute. truc de revenu universel, je m'étais beaucoup renseigné dessus et c'est un beau scam au fond, hein. Ouais, non, mais j'en doute pas. Mais c'est juste que... Enfin, si demain, 50% de la population, dans 20 ans, 50% de la population ne peut plus exercer son boulot parce qu'ils ont été remplacés par des machines, Ah ouais, bien sûr. enfin, la Ouais, mais je suis réalité, d'accord. c'est que Faudra faudra bien trouver une trouver... Parce que solution. là, pour le coup, sinon, c'est révolution instantanée. Hein. S'il n'y Ah en a pas eu une avant, d'ailleurs. Mais enfin, tu peux pas enlever leur job aux gens et genre, allez, c'est pas possible. ça Donc va. voilà, c'est un peu comme ça que je vois les choses, mais évidemment dans nos métiers, ça va être omniprésent. Et je pense, pour finir là-dessus, j'imagine par exemple la blockchain comme un moyen, enfin je l'espère en tout cas, à terme d'authentifier du contenu, parce que je pense qu'on va être beaucoup là-dedans aussi, et je pense que assez rapidement on va voir, il y en a déjà du contenu qui fonctionne très bien en IA. Si ça vous intéresse, allez voir par exemple en francophonie, tout ce qui tourne autour du stoïcisme, c'est de l'IA à 100%. Je suis persuadé que les scripts sont IA, les voix sont IA, tout est IA et c'est des chaînes qui cartonnent. De côté anglophone, il y a Mr. Lemon par exemple qui a une chaîne pareille avec une tête de citron. Lui, c'est full IA, mais c'est de la qualité, il y a du montage et des trucs. Donc tout ce qui est chaîne faceless, etc., ça va être multiplié. Et je pense qu'il va y avoir ce problème d'authentification du contenu. Il va y avoir un énorme problème au niveau des deepfakes. Et typiquement, là, les prochaines élections, que ça soit ici ou ailleurs, ça va être un massacre parce que tel candidat, on va leur faire dire n'importe quoi. Et puis, vu que les gens sont débiles as fuck, eh ben, tu leur mets ça sur TikTok. Ah, bah oui, mais lui, il a dit ça. Donc, du coup, enfin, tu vois, il suffit que tu fasses un bon tweet, un bon TikTok viral la veille du vote et que le truc soit pas démenti à temps, et en fait t'as la moitié de la population qui va voter de l'autre côté parce que bah non mais en fait il a dit ça donc il est méchant, enfin, et voilà. Et donc il va y avoir pas mal de problématiques là-dessus, et je pense que il y a un truc aussi que j'ai trouvé assez intéressant, et pour le coup c'est notre ami Oussama Hamar qui en a parlé. J'ai trouvé ça, c'est sur la justice, et il disait pour le coup que ça serait logique que demain, ce soit une IA qui soit juge au tribunal. Et je suis bien d'accord avec ça. Et je pense qu'aujourd'hui, enfin, on le voit, on n'a pas tout le monde n'a pas forcément le même traitement au tribunal pour plein de raisons. Et le fait que ça soit une IA qui juge, bah, ça permettrait d'avoir un jugement. Là, ça enlève le pathos, quoi. Ouais. Donc voilà. Donc dans tous les cas, on est sur on va vivre un truc de fou avec l'IA. On est déjà en train de commencer à le vivre, mais c'est loin d'être fini. J'en parlais hier avec ma copine justement de ça parce que moi j'utilise ChatGPT, me sert plus au quotidien pour différents trucs que c'est en gros j'ai l'appli, je lui parle dès que j'ai une question pour un truc. Et j'utilise la fonction photo qui est quand même très pratique. C'est des trucs tout cons, mais nous, on écrit nos recettes de cuisine. On aime bien cuisiner. On a plein de recettes qu'on écrit à la main dans un carnet. Et moi, je fais la photo de la recette, donc écrit à la main avec nous, notre façon d'écrire. Et je fais la photo. Et par exemple, c'est un truc où il y a 500 grammes de farine. Et moi, j'ai 350 grammes de farine. Bah, je fais la photo et je lui dis, tu peux me recalculer toutes les proportions de la recette pour 350 grammes de farine. Et il le fait. Et un autre truc, il y a plein de recettes qu'on fait. Et moi, avec le sport, j'essaye de traquer un petit peu mes calories. Et ben, je lui fais la photo de la recette. Je lui dis, avec cette recette, par exemple, on fait 10 crèmes brûlées. Est-ce que tu peux me dire, chaque crème brûlée, combien elle fera de calories en moyenne? Et il dit, bah voilà, avec du lait entier, on sait que 1 litre de lait entier, c'est à peu près ça. Vous, dans la recette, il y a ça, blablabla. Et à la fin, il me sort tous mes trucs. Et c'est que des trucs à la con comme ça. Et on en parlait, on se disait plus tard, c'est ouf parce que dans 15 ou 20 ans, pour nos enfants, ce sera sans doute le quotidien d'avoir Bien sûr. un équivalent d'un Alexa. Aujourd'hui, il y a Alexa ou les Google Home là. Et c'est un peu, en vrai, c'est pas dingo quoi. Pour l'instant, ça fait quelques trucs, mais c'est pas ouf. Mais à terme, je pense qu'il y aura un équivalent d'un Alexa qui
gère ta domotique, mais également qui peut répondre à ce genre de questions assez Bien sûr. rapidement. Là, je sais pas si tu le fais aussi, mais par exemple, quand je me balade dehors, il y a une plante, un truc, tu veux savoir ce que c'est. Il y a Tu prends en PlanteNet. photo et non, mais tu prends en C'est photo. vrai? ChatGPT, il te le dit, ouais. Ah, ok. Et moi, tous ces J'ai jamais trucs-là, fait. PlanteNet et tout, tu vois, tout ça, c'est pareil, ça meurt dans l'œuf instantanément, en fait. Avec un ChatGPT, vraiment, il te dit tout. Et je pense que pour finir là-dessus, peut-être, mais moi, je suis quand même un peu inquiet parce que je pense que les générations futures, je vois pas comment ça va être compliqué. Je pense que vraiment la masse va être profondément débile, encore plus qu'aujourd'hui, parce que assister en permanence, et moi je le vois, c'est un biais. Tu vois, dès que je dois faire un truc ou quoi, hop, je demande son avis à ChatGPT, je fais corriger à ChatGPT. Enfin, il y a quand même cette limite. Enfin, finalement, il y a beaucoup qui est confié à l'IA, même si tu restes aux Ouais. commandes. Je pense que sur des meilleurs modèles, tu t'envoies tout à l'IA et rideau, quoi. Ouais. Bon, bref, voilà. Dernière question. Que ferais-tu si tu arrêtes le web / tout métier digital? Digital, je sais pas comment on dit. Moi, à la base, j'avais commencé des études de psychologie et je pense que je me verrais bien. Enfin, c'est un truc, dans l'idée, ça me déplairait pas en tout cas. Je sais pas si je suis. Je pense qu'avec le temps, je suis quand même moins empathique que je ne pouvais l'être un peu plus jeune. C'est une réalité. Mais je pense que c'est toujours un truc qui m'intéresserait. Et si c'était pas ça, si je pouvais claquer des doigts et faire n'importe quel métier, je me verrais bien faire avocat aussi. Tu vois, si genre l'attaque, j'avais le barreau avec toutes les connaissances qui vont avec, ça, je pense que c'est un truc qui me plairait. Ça, c'est parce que t'as regardé la série Suits. Sans doute. Sans doute. Mais ouais, je pense, voilà. Dans les deux cas, c'est compliqué parce que ça nécessite des diplômes que j'ai pas. Mais peut-être, tu vois, si c'est pas vraiment psychologue, ça peut être thérapeute, peut-être hypnothérapeute, enfin, mais peut-être du côté thérapie, en fait. Ok. Pourquoi pas. Dernière question aussi. Est-ce que tu penses que la méta des shorts va encore fonctionner longtemps? Ouais, je pense. Je pense que ça a fonctionné longtemps parce que c'est la facilité, que ça soit dans la création, mais aussi dans la consommation. Parce que je pense que plus on va avancer dans le temps, plus ça va être dur d'avoir l'attention des gens sur la durée. Et je pense que le format short, c'est un format qui va vraiment perdurer dans le temps. Et je pense. Et je pense que les formats longs aussi, par contre. Donc, en fait, les gens ont besoin sans doute des deux formats. Mais oui, je pense que. Tu t'en penses quoi, Franck, de ça? Je pense que ça peut durer longtemps, mais potentiellement, il va y avoir une lassitude à terme. Peut-être pas pour toute la population et tout, mais je trouve qu'on voit quand même de plus en plus le retour des formats RAW, en mode vlog, un peu à l'ancienne au final, qui était la méta il y a 10 ans sur YouTube. Mhm. Et j'ai l'impression que ce cycle revient, ce qui n'empêche pas que le format, short marche bien. Mais est-ce que, par exemple, le format short, il y a quelques années, si on nous a dit que ça existait, on aurait peut-être eu du mal à y croire quand TikTok n'existait pas encore vraiment, que c'était un embryon, quoi. Hem, Est-ce que dans 5 ans, il y aura pas une nouvelle révolution et que peut-être ça sera plus un format short visuel, mais un truc, des sortes de Mhm. micro-podcasts qui sera la mode, tu vois? Moi, je pense que là, le format short, pour moi, on est un peu de l'ordre de la magie noire. C'est-à-dire que vraiment, quand tu réfléchis, c'est un humain qui prend son téléphone et le met devant les yeux, c'est la seule chose qu'il a à faire, et il se fait fumer le cerveau en boucle. Et quand je dis magie noire, c'est parce que, à part faire ça et swiper, il se passe rien. À chaque fois, tu changes de contexte et tout est fait pour qu'algorithmiquement, les contenus qui te poussent à aller jusqu'au bout, qui te mettent un hook et tout, te fassent tenir. Ça te met le cerveau en compote. Et je pense qu'en fait, ça allie le moins d'efforts possible pour consommer du contenu. T'as même pas à réfléchir, tu swipes, Ouais, ouais. t'as vraiment rien à faire. Je pense que c'est vraiment le format. Tu sais, là, on se rapproche un peu dans nos théories du film, avec les robots, les mecs qui se déplacent en fauteuil roulant volant, là, tellement ils sont gros, là. Tu sais. Ouais, C'est c'est, pas Wall-E. oui, t'as Wall-E, ah non, t'as Wall-E. Idiocratie et t'as Wall-E qui est le dessin animé Voilà. là, le Pixar, ouais. Et en fait, il y a un peu de ça. C'est-à-dire que je pense que j'ai la triste impression que le gros de la population
va continuer, tu vois, à bouffer du TPMP, à regarder des shorts et à être complètement ravagé de l'intérieur. Et puis, il va y avoir en effet, comme tu dis, le retour du format RAW, mais pour moi, c'est 2 trucs très différents. C'est-à-dire que même si le RAW revient, que le format long on le voit avec des contenus toujours plus longs, toujours plus RAW aussi, sans doute. Et puis, en parallèle, des formats plus travaillés aussi. On voit avec l'évolution de YouTube qui, mine de rien, se rapproche quand même aussi des formats télé, hein, dans beaucoup de choses. Ah là, ça devient la télé, je trouve. Hein. Ouais. Sans les pubs qui te matraquent la gueule, hein, parce que bon, t'achètes YouTube Premium et voilà. Ouais, Mais c'est ce que j'allais dire. Si tu as YouTube Premium, mais en fait, je me rends compte que énormément de personnes ne l'ont pas. Ce que je trouve assez fou, pour des gens qui consomment, YouTube. Parce que, moi, me taper, 4 pubs, je crois que nous, les gens prennent pas de pub, s'ils écoutent, YouTube. et ben, Les notre wizards podcast, sur YouTube, je crois qu'ils ont pas de publicité. dites-nous si vous en prenez, et si vous en prenez, sachez qu'on va le monétiser, parce que nous, on le monétise pas en se disant, faut que les gens soient tranquilles et qu'ils puissent nous écouter tranquilles. Ouais. Et bon, voilà, on a d'autres manières de monétiser notre contenu. Mais par contre, si vous mangez des pubs, on va en mettre, hein, parce que c'est Bah, ouais. abusé, hein, si YouTube C'est pour ça que se je rince la pense gueule. que les gens qui nous écoutent ont pas de publicité. Mais par exemple, tu vois, l'autre fois, on parlait de MrBeast, tous les 2 et moi, la réalité, c'est que je connais pas trop, j'ai jamais regardé et j'ai été, choqué de voir qu'il avait plus de 200 millions d'abonnés, que ses vidéos, il les met en ligne et qu'il y a des millions de vues instantanément. J'étais pas conscient que c'était ça et du coup, j'ai regardé une des dernières vidéos et j'avais l'impression de regarder MTV quand j'avais 10 ans. Ouais, C'est, c'est même genre de truc, et du coup, j'ai vu, d'autres formats qui marchent pas mal, US et tout, parce que j'ai regardé ce qui se faisait. Il y a pas mal de trucs un peu de dating, de rencontres où les gens, ils ont les yeux bandés et ils parlent et ils ont leurs potes qui les regardent ou Mmh. des trucs comme ça. Bah, ça, c'est du MTV, en fait. C'est Mmh. vraiment MTV années 2000. Ouais, il y a énormément de contenu, en effet, qui se rapproche beaucoup de la télé. Et on a quand même en parallèle la chance d'avoir des contenus un peu plus exclusifs, même sur des Ouais. grosses prods. Je pense notamment, je sais pas si vous suivez ou pas du tout, mais à Inoxtag, là, qui a récemment sorti une vidéo de 2 heures sur sa chaîne sur les backrooms. Attention, hein, le niveau du truc, mais c'est toujours plus, quoi. Il y a une énorme production. On est sur un C'est espèce quoi, de Backroom? les backrooms, c'est une histoire vieille comme Internet. En grosso modo, c'est une espèce de légende d'Internet de gens qui se seraient retrouvés dans un monde où ils sont passés, tu vois, à travers le sol, par exemple, et ils se retrouvent dans un monde où c'est les backrooms. Donc, tu taperas backrooms sur Google, tu verras, et c'est des couloirs interminables avec une ambiance lugubre. Il y a des monstres et des références d'Internet bloquées à l'intérieur de ces backrooms, et les gens, ils restent bloqués pour toujours. Et en fait, il a fait toute une vidéo là-dessus où il a recréé ses backrooms avec son équipe. Il y a tout un lore, mais à la fois, tu as un mix entre. Il y a certains trucs qui sont scriptés, mais le gros de la vidéo, c'est de l'impro avec ses invités et tout. Et c'est des concepts, bon, t'aimes ou t'aimes pas, mais en tout cas, c'est assez chouette de voir ça. Et Inoxtag qui, pareil, cette année, va gravir l'Everest, faire un reportage là-dessus. Enfin, c'est quand même. On est dans un arc YouTube chez les jeunes créateurs, c'est assez ouf. Et je pense qu'en France, on a la chance, entre guillemets, d'avoir cette traction qui est quand même assez unique et une communauté de créateurs qui est très qualitative. Et enfin, qualitative, c'est, encore une fois, ça dépendra de ce que vous en pensez, vous, etc. Mais qualitative dans la qualité de production et dans ce qui est proposé, quoi. Et ça, c'est assez ouf de voir tout ce qu'il y a. Ouais. Bah, moi, c'était ma dernière question. Bah, moi aussi. Eh bien, merci à tous. En espérant que c'était intéressant. Comme d'habitude, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire, un petit like, un petit abonnement. Puis on se retrouve la semaine prochaine pour un prochain épisode. Ciao, ciao. Salut! Salut.